Voilà, on va vous dire non, vous mettez pas devant la caméra parce que là vous êtes voilà, on reste à votre place. Bonsoir messieurs, tout le monde est en train de s'asseoir. Donc on va essayer, parce que là on a parlé un petit peu sur le plan théorique, on va essayer de voir comment pour les Français ça va se passer cette crise. Ils n'en voient pas encore les premiers effets immédiats, mais ils vont les voir dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Je commencerai avec vous, Louis Chauvel, parce que le président de la République l'autre jour, dans son discours de Toulon, a parlé tout de suite d'ailleurs beaucoup plus de sociologie. Il a parlé de peur. Il a dit la peur c'est l'ennemi de tout. La peur empêche tout et bloque tout. Comment elle se matérialise la peur en temps de crise sur les individus? Enfin, du point de vue des vrais gens, ou en tout cas des gens des classes moyennes qui ont des besoins de base, à commencer par le fait de se loger, on a vu dans un certain nombre de pays au cours des décennies passées ce genre de krach advenir. C'est le cas par exemple en 1997 à Hong Kong, à Taïwan, dans l'ensemble de la sphère asiatique, où brusquement il y a eu ce genre d'explosion de bulles, notamment immobilières. L'ensemble des ménages qui avaient récemment acheté et se retrouvent dans l'obligation de revendre à la va-vite parce qu'ils sont en difficulté, se sont retrouvés finalement en quelque sorte esclaves de leur banque pour 20 ans de leur existence pour rien. Ils avaient acheté pour 1 million quelque chose qu'ils attendaient valoir 2 millions 5 ans plus tard. Ça ne vaut plus que 500 000 et ils sont le déficit. En fait, cette peur, elle est quand même très fortement ancrée dans l'ensemble de la population française pour une raison assez simple qui est que beaucoup de nos concitoyens voient dans la société française comme un sucre au fond d'une tasse de café. Au début des années 80, il y a eu la découverte de la nouvelle pauvreté. On invente le RMI en 1989 en raison des difficultés dans le bas de la société française. Ensuite, ça a été les ouvriers, la fracture sociale d'Emmanuel Todd en 95. En 2002, avec les élections présidentielles, on a vu que c'était l'ensemble des catégories populaires qui étaient véritablement en difficulté. En 2005, avec notamment le traité européen, on a vu qu'à son tour, le bas des classes moyennes commençait à connaître des difficultés sociales tangibles, une angoisse qui n'était pas que du fantasme, qui sont aussi des difficultés réelles. Ça change les comportements. Ça change les comportements. Ça devient quoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne le fait que notamment les jeunes générations ont fait face à des prix de l'immobilier qui sont devenus totalement inaccessibles. Dans Paris Intramuros, par exemple, les salaires ont augmenté de 8% au cours des 10 dernières années, alors que le prix de l'immobilier a doublé. On trouve la même chose dans les grandes villes, à Grenoble, à Rennes, la même dynamique a lieu. Et là, en fait, à chaque étape, on a le sentiment que le niveau d'angoisse augmente d'un cran, et c'est comme si la ligne de flottaison ne cessait d'augmenter. Et maintenant, c'est au tour des gens qui ont emprunté récemment de très fortes sommes pour des biens immobiliers dont ils ne connaissent pas véritablement la valeur, mais aussi celles et ceux, nombreux en France, qui ont une petite épargne ou une assez grosse épargne dont ils ne voient absolument pas l'évolution. Et puis l'ensemble des entrepreneurs ensuite qui ont besoin de refinancement en permanence, qui se retrouvent en situation de pouvoir être strangulés du jour au lendemain, faute de trouver un minimum de ressources. On a connu ce genre de phénomène dans un grand nombre de pays au cours des décennies récentes, et plus lointainement, on se rappelle comment les économies européennes ont connu, voilà un siècle, un développement extraordinaire jusqu'à l'explosion post-Première Guerre mondiale, 1923 en Allemagne, l'hyperinflation, le crash de 29, en France, Poincaré. Avec une image, c'était ce propriétaire d'une Rolls-Royce qui la vendait, il demandait $100 cash pour vendre sa Rolls-Royce. Nos arrière-grands-parents ont connu cela, et beaucoup partis avec un patrimoine très confortable se sont retrouvés avec quelque chose qui leur permettait d'acheter une baguette de pain. C'est un phénomène qui a déjà eu lieu, et c'est vrai que la grande question sociologique, politique et à tout point de vue, c'est de retrouver le chemin du long terme. C'est-à-dire que beaucoup d'évolutions économiques au cours des décennies récentes ont été fondées sinon sur du rêve ou maintenant du cauchemar, en tout cas sur des successions de court terme qui ont rapporté
beaucoup une partie de la population, mais qui n'était pas véritablement fondé sur des ressources économiques installées sur du long terme. Et effectivement, beaucoup d'entrepreneurs en France vous diront qu'il est plus facile, il a été à une époque plus facile de placer son argent à la bourse que de faire travailler son argent en ce moment. à créer quelque chose de nouveau. Pas en ce moment, mais Thierry Ottaviani va nous en parler dans un instant. Nous sommes en train de payer aujourd'hui une dérive extrêmement étonnante qui est que l'immobilier d'un côté, la bourse de l'autre ont connu des évolutions économiques qui ne correspondent pas à l'investissement La bourse, ça s'est calmé depuis pas mal d'années. L'immobilier, oui. Alors commençons par l'immobilier, Christophe Kremer. D'exposition du patrimoine financier des ménages par rapport aux valeurs risquées, c'est ça le problème. Et chaque cas est différent. Et c'est vrai que ces dernières années, on a constaté qu'une bonne partie des ménages avaient un peu trop investi en bourse. Ça s'est fait notamment parce qu'on parle des petits porteurs, c'est vrai que c'est des actionnaires de base qui ont acheté des actions via les privatisations. Bon, mais ça, il y a 5-6 millions de Français à être dans ce cas-là. Mais si on compte si on ajoute à ces 5-6 millions ceux qui ont souscrit des placements financiers vendus par les banques, les assurances, c'est-à-dire toutes les SICAV, les fonds de placement. Du fait que les banques s'étaient diversifiées, entre autres, en proposant des maximums de plans. Avec des objectifs de vente qui étaient vraiment... on sait très bien que certains produits ont été vendus alors de 200 000, 300 000 exemplaires, donc c'est quand même des gros tirages. Et ça a été acheté par les particuliers ces dernières années. On le sait très bien, on a vu le catastrophe que ça donnait, parce que ces produits qui avaient des rendements alléchants avait aussi un niveau de risque élevé, parce que qui dit rendement élevé dit risque élevé. Et ça, on l'a souvent caché aux clients de ces banques et assurances qui ont finalement souscrit un peu sans vraiment pas bien voir où ils mettaient les pieds, ce type de placements qui aujourd'hui sont dans la panade. Et il y a aussi les assurances-vie, parce qu'il faut savoir que c'est le placement privilégié des Français. Or, par ces assurances-vie, eh bien, les financiers ont réussi à vendre là aussi des produits adossés à des valeurs boursières. On filait beaucoup d'assurances-vie. Des fois en le disant, des fois en ne l'avouant pas vraiment. Ce qui fait que la part qui a été investie de ces assurances-vie sur des valeurs boursières, c'est-à-dire du risque, a augmenté. Je prends un exemple. En 2000, 20% du capital des assurances-vie était investi sur des unités de compte, c'est-à-dire sur des valeurs boursières en gros. Et en 2006, c'est-à-dire avant cette crise que nous observons, c'était 40%. Et je dirais même que l'État a encouragé ce transfert, ce passage des assurances-vie qui étaient sécurisées, parce qu'au départ l'assurance-vie c'est quelque chose de sécurisé. Quelqu'un qui prend une assurance-vie, il veut se protéger contre les aléas de la vie, donc il va plutôt chercher du sécuritaire. Or à ces jours, on a vendu plutôt du risque. Et l'État a facilité. Oui, parce qu'après l'explosion de la bulle en 2000, on pensait que la bourse allait remonter énormément. Des assurances-vie sécurisées qui étaient en euros à des assurances-vie en unité de compte. C'est notamment l'amendement Fourgou. Thierry Ottaviani, quand vous voyez le Nasdaq à moins 5,5 ce soir, le Dow Jones à moins 6,5, la banque, le CAC à Paris qui était à plus de 55 en milieu de journée, qui s'est ensuite terminé à moins 5. Oui, d'accord. Ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme. C'est comme ça tous les jours depuis un bon moment. Vous, quelle analyse depuis l'été 2007 que les marchés dégringolent. Ça, c'est ce que nous observons. Voilà. Donc les gens ont perdu de l'argent. On dit aujourd'hui les Français ils ont peur. Mais les Français commencent déjà, ceux qu'on a envoyés au casse-pipe boursier, ceux qui sont en première ligne, aujourd'hui donc les actionnaires et toutes ces personnes qui détiennent des produits financiers, voient leur portefeuille dégringoler. Et quand il y a eu des défauts de conseil, et quand on a encouragé ces gens à investir une grande partie de leur capital, dans certains cas 50% ou plus de leur patrimoine financier qui investit sur de tels produits, on ne peut pas leur dire maintenant attendez, parce qu'ils ne peuvent pas attendre, ils ont besoin de liquidité, et pour beaucoup, eh bien, ils n'ont pas le choix. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir vendre maintenant en ayant perdu beaucoup de valeur. Dans beaucoup de cas, des gens actuellement perdent de l'argent. J'en viens avec Jean-Pierre Géraud aux entreprises, aux PME.